Didier Darcet, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Éco. Je voulais te parler d'un article que tu as écrit qui s'appelle Bust Economy. Et l'idée dans cet article, c'est d'avoir un indice donc de combustion, de récession, ouais. un facteur de récession, et pour arriver à voir si ça a un lien avec les marchés financiers, et est-ce qu'il y a un côté un peu est-ce qu'on peut anticiper une récession avec ce type d'indice ? Oui, alors effectivement, donc en fait cette notion d'indice mondial, en fait de ralentissement économique, on l'appelle bust parce que bust ça veut dire récession, mais ça peut vouloir dire ralentissement, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le ralentissement. C'est toujours les questions d'accélération et de ralentissement. Donc, quand par exemple notre indice dit on ralentit beaucoup, ça ne veut pas forcément dire qu'on ira en récession, mais ça veut dire que quand même ça ralentit. Et quand ça ralentit, c'est très mauvais pour les profits des actions, par exemple. Donc, il nous suffit d'arriver à repérer que ça ralentit. Pour nous dire, attendez, c'est un peu dangereux sur les actions. Alors, c'est quoi cet indice déjà ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a quoi dans la saucisse ? Alors, le principe de cet indice, alors, normalement, le ralentissement économique, on devrait pouvoir le tirer directement des données des grands instituts économétriques qui mesurent la croissance. Donc, on voit si la croissance ralentit, on n'a qu'à dire la croissance ralentit. Bon. Le seul problème avec ça, c'est que c'est publié avec beaucoup de retard. Combien ? 3 mois. 3 mois plus des révisions. Plus il y a des révisions, etc. Donc en fait, pendant en gros 5 mois, 6 mois, on ne sait pas. On ne sait pas réellement si ça ralentit ou pas. Et quand on le sait, c'est 5 mois plus tard. Et ça, c'est embêtant. C'est très, très embêtant, ça. C'est 5 mois. Quelquefois, en 5 mois, le marché peut perdre 25%. Ou 15%. Enfin, c'est embêtant. Donc, on ne peut pas. Donc, on n'a pas de solution macroéconomique, en tout cas quantitative, sérieuse là-dessus. Donc, il faut faire des inférences. Il faut faire des hypothèses. Voilà. Il y a des indicateurs économiques avancés ? Ils sont avancés, mais eux aussi sont révisés. Donc, ça veut dire qu'ils sont là, vous pouvez les avoir le mois, et ils sont très bien, mais ils sont quand même révisés jusqu'à 3 mois. Donc, ça veut dire que vous avez 3 mois. Alors, vous n'avez peut-être pas 5 mois, mais vous avez quand même 3 mois pour être sûr. Donc, c'est peut-être un petit peu mieux, mais c'est toujours un gros retard. Donc, moi, ce que je cherchais, c'était un indicateur instantané par les prix de marché, comme si le marché allait me donner l'information. Parce que là, il n'y a pas de discussion. Bon. Et l'idée, c'était de dire la chose suivante, c'est que la machine économique, je vais faire l'hypothèse que sa valeur, c'est le marché des actions. Voilà, la machine économique privée, celle qui produit les biens. Bon, il y a plein d'autres choses dans une économie, mais celle qui produit, c'est la valeur des marchés des actions. Mais en quelle devise ? C'est le problème, ça. Valoriser en quelle devise ? Valoriser en quelle devise ? Chaque pays valorise selon sa devise, ça ne veut pas forcément dire quelque chose, etc. Donc je me suis dit, il faudrait peut-être le valoriser dans une espèce de devise qui a un sens interne profond avec la création de richesse, c'est-à-dire qui est indépendante des phénomènes monétaires, si tu veux, qui dépend que du système productif lui-même, pour mesurer le système productif par rapport à, par exemple, ce qu'on met dans le système productif. Et ce qu'on met dans le système productif, à l'entrée, c'est l'énergie. Donc l'idée, c'est de dire, mesurons la valeur du capital fixe, c'est-à-dire la valeur des entreprises qui ne fonctionnent que parce qu'on met de l'énergie dedans et qu'ils en sortent des produits, divisons la valeur du marché des actions par la valeur de l'énergie, par exemple du pétrole. Et là, nous aurons une espèce d'indicateur interne, intrinsèque, de la valeur réelle, stable ou pas stable, mais de la valeur du système productif. Et si cette valeur-là accélère, alors ça veut dire que l'activité accélère. Et si cette valeur-là ralentit, alors ça veut dire qu'elle est moins capable de transformer l'énergie primaire efficacement en bien, et donc ça va se traduire par probablement un ralentissement d'activité. Et voilà. Et donc on a dit ça extraordinairement simple comme système. Et alors comment est-ce qu'on calcule l'accélération, la décélération ? On fait toujours la même chose. On prend une tendance à 1 an et on prend une tendance à 7 ans. Une tendance longue à 7 ans, comme pour l'inflation, on fait exactement les mêmes méthodes, toujours la même chose. Et si la tendance à 1 an est supérieure à la tendance à 7 ans, ça accélère vers le haut. Si c'est l'inverse, ça ralentit. Donc, pour moi, le bust... Ça accélère vers le bas. Ouais. Ça accélère vers le bas, voilà. Oui, c'est... Ouais. Ça, c'est une remarque de physicien. C'est une accélération à un signe, Une accélération négative. On voit bien que j'ai fait des études de physique. Absolument. Accélération vers le bas. C'est comme ça se dégrade en... Comment ils disent les Suisses Je suis déçu en bien. Il m'a déçu en bien. C'est à peu près la même chose. Et donc voilà, une mesure extraordinairement simple. Je regarde la valeur de n'importe quel marché des actions dans le monde. Je divise par la valeur du pétrole dans la devise de ce marché. Et je regarde si ça accélère ou ça décélère. Si ça accélère, on est en boom. Si ça décélère, on est en bust. Ensuite,
question extraordinairement importante. On va se rendre compte, nous on suit 40 pays. Ben, disons, il y a 30 pays qui accélèrent et puis il y a 10 pays qui décélèrent. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir la proportion. Donc par exemple, 10 sur 30. Et puis aujourd'hui, c'est 10 sur 30. Et le mois d'après, c'est combien? C'est 12 sur 30 qui décélèrent. Et puis c'est 5. Donc en fait, c'est la diffusion du phénomène de ralentissement économique. Et moi, je suis extraordinairement focalisé sur ces notions de diffusion. Je suis persuadé, parce que j'ai une formation scientifique, je sais que c'est la diffusion qui crée les grosses catastrophes. Ce n'est pas des phénomènes ponctuels, ce sont des phénomènes diffusifs, c'est-à-dire que ça démarre quelque part et puis ça se répand, ça se répand, ça se répand, ça se répand. Et quand vous le voyez se répandre dans un système, vous savez qu'il va y avoir un problème. Il faut se barrer. Il faut se barrer. Donc en fait, si vous voyez, voilà, c'est la flaque qui grossit, quoi, c'est la grosse tache qui grossit, etc. Et c'est ça qu'on suit. Donc notre indice... C'est l'eau qui monte avant le tsunami, quoi. C'est l'eau, voilà, c'est ça. Vous voyez que ça commence à monter, voilà, il y a un problème, il y a un problème. Et donc, notre indice de bust, c'est-à-dire de ralentissement économique mondial, c'est simplement la proportion des pays qui sont en train de ralentir dans le monde. On en suit 40. Donc, si on en a 20 qui accélèrent et 20 qui ralentissent, on dit, bah, il est à 50%. Donc, on est à 50-50. Si tous sont en train d'accélérer, on est à 0. Et si tous sont en train de décélérer, on est à 100% de bust. Aujourd'hui, on est à 95% de bust. C'est lourd. C'est-à-dire que, oh là, ça veut dire que, bon... Ça veut dire que toute l'économie mondiale, en tout cas 40 pays, tous les plus gros industriels du monde, sont en train de perdre de la valeur. Leur système économique, leur engin de production économique est en train de perdre de la valeur par rapport à l'énergie. Donc ça, c'est un signe quand même de grande instabilité pour les marchés. Et ça, justement, ces indicateurs-là, on en parle parce que c'est intéressant de comprendre comment les marchés évoluent, comment ils sont construits, mais ils sont aussi appliqués parce que c'est ce qui permet à des modèles que tu développes de faire notamment le portefeuille du tacticien dans la lettre qu'on rédige ensemble. Et ce sont ces indicateurs-là qu'on utilise. Donc, si vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Là où je voulais t'amener aussi, c'est sur cet indicateur. Donc, tu as fait sur l'article, il y a une courbe où on voit les périodes, une courbe du marché, du S&P 500. Et il y a les périodes en rouge quand l'indicateur dépasse 50%. 50%. Voilà, en disant, quand ça accélère trop vers le bas, on est en risque. Ouais. Et on voit, et ça c'était marrant, toutes les grosses gamelles du marché sont précédées par un ralentissement. Donc là, on se dit, on est bon. Ouais. Mais tous les ralentissements ne sont pas suivi d'une grosse gamelle. C'est ça. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui fait que des fois, on commence à flanchouiller, mais que ça se reprend? Est-ce que c'est des moments où la BCE, enfin les banques centrales sont très fortes? Est-ce que c'est une bonne anticipation des acteurs de marché? Enfin, est-ce qu'il y a quelle est la mécanique derrière ça? Alors déjà, avant de faire une réponse d'économiste, réponse de physicien, ce sont des phénomènes stochastiques. C'est-à-dire, on n'est jamais sûr de rien, tu vois. C'est-à-dire que voilà, on n'est jamais sûr de rien. L'avenir n'est pas écrit. C'est pas parce que ça ralentit que ça va continuer de ralentir, tu vois. On n'est jamais sûr de rien. C'est exactement comme si tu faisais une mesure de risque de tremblement de terre. Donc voilà, voilà, c'est ce qu'on fait avec, tu vois, il y a des sismographes qui sont en train de regarder, puis on voit que ça commence à s'agiter là. Le sismographe est en train de faire brrr, donc je dis oula. Tous les grands tremblements de terre ont été précédés du sismographe qui commençait à s'agiter. Mais ça ne veut pas dire que si le sismographe s'agite, il va forcément y avoir un grand tremblement de terre, tu vois. Donc ça, c'est déjà le premier truc. Il peut y avoir tout d'un coup une petite chose qui bloque et qui l'empêche de se propager. Bon, une rupture dans la propagation, par exemple. Bon. Donc, par exemple, sur ce bust, on peut avoir une rupture de la propagation. Par exemple, il y a un certain nombre de pays localement dans le monde qui ont un accès à l'énergie moins chère. Par exemple. C'est quand un feu de forêt qui démarre. S'il tombe tout de suite sur une route, il s'arrête. Il tombe sur un pare-feu, et ben, il va s'arrêter. Bon, ça peut être une solution. Et dans l'économie, ça correspondra à quoi pour se représenter ce que c'est qu'un pare-feu quand ça commence à trembloter, puis finalement, non, ça... Bon, c'est par exemple, tu as par exemple, je sais pas, tu as par exemple les Japonais aujourd'hui, tout le monde est en train de contracter la monnaie, mais pas les Japonais. Bon, c'est un pare-feu pour eux. Local. Est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va pas tenir, j'en sais rien. Mais ils font pas du tout comme tout le monde. Donc ça, c'est intéressant, tu vois. Voilà. Ça peut être ça. Alors, les politiques monétaires peuvent jouer aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, petite panique des banques centrales parce que finalement, ça commence à se dégrader sec. Elles nous font les banques centrales, ce qu'elles ont fait pendant la crise du Covid. Elles inondent le marché de liquidité.
Ah, comme ça va sauver. Bah alors tout le monde se retrouve avec plein d'argent, je sais plus quoi en faire, le cash vaut rien, les obligations, rien. Bah, puis ils achètent des actions. Et les actions repartent. Est-ce qu'on peut dire que cette dose de risque, quand ça ralentit, ça manifeste un risque. C'est comme un petit feu de forêt qui démarre. Ouais. Et puis on éteint ce petit feu de forêt pour une raison ou pour une autre, comme tu as expliqué. Est-ce que ça veut dire que ce risque, on l'a effacé ou on l'a transféré pour plus tard? Toutes les situations sont possibles. Par exemple, demain, tu prends la Chine décide que finalement, bon, allez, le Covid, elle va faire comme nous, elle laisse filer. Eh ben, l'activité repart très fort. Donc, le commerce international repart très fort. Donc, toutes les entreprises exportatrices d'Europe se disent, bah, je croyais que ça allait être la catastrophe. Allez, je repars, mon carnet de commandes repart de folie. Et tout d'un coup, on reprend. Toutes les situations sont possibles. Cela dit, nous, c'est pas ça qu'on remarque. On n'essaye pas d'expliquer. Ce qu'on essaie de regarder, c'est les notions de valeur pour le risque. C'est-à-dire, est-ce que cette situation-là, elle a un certain niveau de risque? Est-ce que ce niveau de risque ou le niveau de rendement que vous pouvez tirer de cette position est compatible avec son niveau de risque? Ou est-ce qu'il est raisonnable, simplement? C'est ça qu'on dit. Et en fait, on ne fait jamais de prévision, on fait en fait du rapport entre le rendement et le risque. Aujourd'hui, par exemple, ce rapport est défavorable aux actions. Ça ne veut pas dire que ceux qui investissent dans les actions ne vont pas gagner dans les 3 mois. Pas du tout. Parce que dans ces courbes rouges, tu montes, sur le long terme, ça fait 0. C'est-à-dire que quand vous êtes investi dans les moments où on est dans les busts, ben vous regardez sur je sais plus combien, 35 ans, 70 ans. Ça fait le graphique là où il y a une courbe rouge qui part tout droit, en gros. Elle part tout droit, mais elle part pas totalement tout droit. On voit qu'elle oscille dans le tout droit. Donc si vous êtes dans l'oscillation du tout droit pendant 50 ans et que tout d'un coup est en bas et que ça remonte, vous allez faire 25%. Vous dites, regardez, j'avais raison, j'ai acheté les actions. Oui, mais garde là ta position pendant 10 ans. À chaque fois qu'elle est rouge, tu vas les reperdre. En gros, tu vas les reperdre. Donc en fait, ça peut être du trading. À ce moment-là, ceux qui rentrent dans des moments comme ça, ce n'est pas de la gestion de portefeuille de long terme, c'est de la gestion de trading. Et nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pas ça qu'on fait. C'est-à-dire que si tout d'un coup la valeur n'est pas bonne, eh ben on va chercher des classes d'actifs sur lesquelles elle est meilleure. Et ce qu'on dit, c'est simplement, on va toujours mettre nos billes pour que la valeur pour le risque soit correcte. Et ça, tu as fait un graphe justement dans l'article, on l'affichera là, c'est qu'il y a une courbe où on dit bah on investit, on prend le marché que quand l'indicateur est rouge ou que quand il est bleu, et on voit que la courbe rouge ne fait rien, en global on gagne pas, alors que la courbe bleue elle gagne. On prend tout. Donc c'est à dire que si on applique cet indicateur sur le long terme, on est gagnant. On est gagnant. En tout cas. Mais oui, puisque ce qu'on dit c'est si le sismographe commence à trembler, allez, vous barrez de la ville. Bon, alors il y a des fois ça servira à rien, mais le jour où il y aura le tremblement de terre, vous serez pas mort. Vous serez pas dans la ville. Et c'est exactement ce qui se produit. Quand on voit dans cette courbe rouge, c'est exactement ce qui se produit. Donc voilà, c'est une façon d'aller repérer, mais c'est pas du tout facile. On était assez content d'avoir trouvé ça. C'était sous l'impulsion de Charles, et on était assez content d'avoir trouvé parce que c'est très difficile d'avoir un indicateur temps réel de la croissance économique. C'est une des questions les plus difficiles pour la gestion d'actifs. C'est très, très, très difficile. On ne peut pas faire... on peut toujours aller regarder ce que disent les instituts économétriques, mais on a un tel retard que dans la pratique, on peut faire des commentaires dessus, mais on peut pas vraiment gérer de l'argent là-dessus. Pour gérer, il faut avoir des indicateurs temps réel. Or, ce truc-là est temps réel. C'est une énorme force. Temps réel. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de bust mondiale. Alors, même dans cette situation de bust, on a vu que le marché des actions a rebondi de presque 10%. Donc évidemment, il y a des oscillations là-dedans. Est-ce que ça veut dire que pour autant, il faut acheter des actions aujourd'hui? Nous, on continue de dire non. On continue parce qu'il n'a pas il a rebondi de 10%. Et en fait, ce qu'on appelle son expected return, c'est-à-dire son espoir de gain sur le long terme est quasiment nul aujourd'hui, quasiment nul. Donc ça vaut pas le coup de prendre des risques sur un expected return. Sauf si vous êtes un trader, vous achetez aujourd'hui pour revendre demain. Mais ça, c'est un autre sport. Ça, c'est un autre sport. Voilà, un autre sport. Merci beaucoup. Merci à toi.